Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, c'est un très proche du chef de l'État. Il s'est engagé dès la première heure dans le petit commando qui s'est battu aux côtés d'Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir. Et dans une tribune qu'il publie aujourd'hui dans Le Parisien, il appelle les habitants des quartiers à s'investir dans le grand débat national, à ne pas laisser ce débat confisqués par les gilets jaunes. Débattons, pas seulement sur les ronds-points, mais aussi en bas des immeubles. Ce sont ces mots et on va justement en débattre avec lui. Le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, vient de s'installer dans le studio de Questions politiques pour intervenir l'application France Inter ou le hashtag Question Paul. France Inter. Questions politiques. Ali Badou. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger le commando de questions politiques. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut. Beaucoup de questions à vous poser, Julien Denormandie. Hier à Marseille, des milliers de personnes défilaient pour dire leur colère contre le mal logement. On va évidemment y revenir, mais c'était aussi hier une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. 12 semaines que ça dure. Et hier, une marche contre les violences policières pour dénoncer l'usage notamment des LBD. Jean-Luc Mélenchon critiquait sur un tweet la violence gratuite de la répression qui avait lieu hier place de la République. Il qualifiait Emmanuel Macron de président flashball. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, il hurle beaucoup, il est un adepte des petites phrases. Il parfois s'offusque à ce que on puisse avoir une position très ferme pour éviter ces casseurs qui empêchent d'autres personnes de manifester. Et là où il s'offusque de l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs dans notre République, il fait en même temps le plaidoyer de Monsieur Maduro, pour lesquels il y a eu aujourd'hui plus de 40 morts, dénoncés par les Nations Unies. Donc je crois que Monsieur Mélenchon n'a absolument pas de cohérence dans ses propos, absolument pas. Mais si on reste en France, ça suffit. On a tous vu les images de blessures et de blessures graves causées par les armes qu'utilisent les forces de l'ordre. C'est vrai que c'est du jamais vu dans l'histoire récente de notre pays. Pourquoi nier cette évidence-là? Non mais vous savez, il faut être très ferme sur deux choses. La première, c'est que évidemment, toute utilisation d'armes doit être proportionnée. Et si y compris les forces de l'ordre, font des utilisations non proportionnées, à ce moment-là, il y a des enquêtes administratives et des sanctions qui doivent être prises. Le Premier ministre, par exemple, a été très ferme sur ce point. Mais le deuxième sujet qui se pose en ce moment, c'est que au bout de cette 12e journée de mobilisation, vous avez encore des scènes inacceptables. Vous avez des personnes qui ne sont pas les gilets jaunes, qui sont des casseurs qui, songez-le, s'attaquent aux forces de l'ordre en lançant de l'acide, des boules de pétanque, en allant au corps à corps pour aller taper et casser du flic. Mais là, vous changez de sujet. Mais ça, c'est inacceptable. Non, je change pas de sujet. Parce qu'il y a des blessures malgré tout. Mais les blessures, les blessés, il faut remettre le clocher au milieu du village. Si jamais il n'y avait pas l'utilisation de la violence de la part de ces casseurs, de ces personnes qui n'ont d'autre objectif que d'aller taper du flic, mettre à mal nos institutions, alors évidemment, il n'y aurait pas de l'autre côté l'utilisation de la force par les policiers ou les gendarmes. Mais la responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire en sorte d'assurer la sécurité de chacun, c'est-à-dire y compris ceux qui souhaitent manifester. Les LBD, malgré tout, on comprend effectivement que dans ce contexte, l'État, et donc notamment le Conseil d'État, n'ait pas voulu les interdire, les a simplement suspendus pour l'instant. Est-ce que malgré tout, vous vous dites qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à l'utilisation de ces LBD? Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, il va falloir sérieusement s'interroger sur cette arme-là? Mais vous savez, moi je suis très pragmatique là-dessus. Vous avez à la fois des représentants des forces de police, des experts sur la question, et puis des personnes qui représentent la juridiction, c'est-à-dire le Conseil d'État. Les deux se sont prononcés en faveur de l'utilisation de cette arme, si tant est que cette arme soit utilisée de manière proportionnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un arsenal nécessaire pour faire quoi? Pour assurer la protection de celles et ceux qui souhaitent manifester. Mais on fait quoi ou contre les assurer dérapages? la protection des policiers. C'est pas toujours proportionné. Mais donc sur les dérapages, on fait comment? Il y en a quand même quelques-uns. Quand il y a des dérapages, ce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a mis en place, c'est qu'il y ait des vidéos. C'est-à-dire que ceux qui utilisent le LBD aient ces vidéos piétons, comme on dit, pour pouvoir filmer leur utilisation. Deuxièmement, quand il y a des dérapages, il y a des enquêtes administratives. Il y a une police des polices qui
estime si oui ou non l'utilisation Combien de policiers ont été suspendus à ce jour après 12 semaines? Je pourrais pas vous dire, mais ne m'en veuillez pas, je ne suis mais pas ministre de l'Intérieur. Non, mais les enquêtes, là où je suis pas d'accord avec vous, Ali Badou, c'est que les enquêtes à chaque fois ont été menées. Est-ce que les enquêtes sont finalisées? Probablement non. Et donc à chaque fois, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont été très clairs sur ce point. Mais encore une fois, il faut avoir raison de garder. Ne déportons pas le débat. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça fait 12 semaines que vous avez des scènes de violence. Et donc le débat aujourd'hui, on le déporte sur quoi? Sur celles et ceux qui sont aussi des pères et des mères de famille. Il y a 1200 blessés côté forces de l'ordre, qui sont aussi des pères et mères de famille, qui essayent de faire quoi? D'assurer la protection des Français. Françoise, donc ne déplaçons pas le débat. Comment sortez-vous de ce piège alors que vous avez lancé un grand débat national qui par ailleurs marche bien, et on voit quand même chaque semaine des manifestations qui posent le problème de la violence des deux côtés, violence des manifestants mais aussi violence d'État, et qui finalement finissent par ronger aussi la démocratie dans la mesure où vous êtes obligé d'adopter des lois anti-casseurs. Certains députés de La République En Marche s'inquiètent en disant attention à l'état de droit. Donc Aurélien Taché dit même qu'il ne votera pas et il ne sera peut-être pas le seul. Comment sortez-vous de ce piège qui fait que vous n'arrivez pas à arrêter ces manifestations? Mais moi je crois que Julien de Normandie. Moi je crois qu'aujourd'hui le combat, il ne doit pas être dans la rue, il doit être dans le cadre du débat. Il faut quitter les ronds-points pour se mettre autour de la table, pour discuter. Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas envie. D'accord. Hier, si on est très factuel, il y a 58 000 manifestants. D'accord. Au même moment, vous avez 600 000 contributions sur le site du Grand Débat. 600 000. Vous avez au même moment plus de 3 300 réunions qui se tiennent. Donc, elle est où également la dynamique? La dynamique, elle est créée autour de ce débat. C'est des centaines de milliers de nos concitoyens qui y participent. Mais ça aussi, il faut le mettre en avant. Samedi hier, vous avez 10 000 manifestants de moins par rapport à la semaine dernière. Donc moi, ce que je veux dire à toutes celles et ceux qui, de manière légitime, crient leur colère, c'est qu'aujourd'hui, la colère, elle doit s'exprimer dans le débat. C'est un événement dire que ceux qui restent dans la rue aujourd'hui, pour vous, leur action, elle est illégitime aujourd'hui? Non, je dis pas ça. Je dis que aujourd'hui, il y a une main qui a été tendue par le président de la République, par le gouvernement, d'organiser cet exercice totalement inédit, jamais vu sous la Ve République, jamais, de faire cette grande consultation, cette grande concertation, pour se dire collégialement, mais quel est le modèle de société qu'on veut? Quel est, par exemple, le consentement à l'impôt? On le voit aujourd'hui, il y a une vraie mise à mal de ce consentement à l'impôt, alors que le consentement à l'impôt, ça fait partie des bases de la cohésion d'une république. Quel est le schéma qu'on veut, le chemin qu'on veut dessiner pour faire cette transition écologique? Comment voulez-vous supprimer l'ISF? D'opposer, mais la fiscalité, c'est un sujet qui est au cœur de ce grand débat. Et moi, ce que je constate, c'est que oui, il y a 58 000 manifestants hier, mais enfin, vous avez 600 000 contributions, 600 000 concitoyens qui participent à ce grand débat. Et je crois qu'il faut le saluer. Mais est-ce que ce grand débat va pas finir par être trop long, finalement? Parce que chaque samedi, les manifestations continuent. Ce débat va durer jusqu'à au moins le 15 mars. Ça veut dire encore 6 samedis où on va voir des gilets jaunes défiler. Est-ce qu'il va falloir finalement raccourcir cette organisation? La difficulté, c'est que si on avait fait un débat qui avait été très court, vous m'auriez posé une question inverse en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce grand débat? Oui. Il est trop court, on peut pas s'exprimer. Donc on a fait le choix d'un débat qui dure à peu près 3 mois, qui se termine mi-mars, avec cette dynamique qui est créée. Moi, j'étais par exemple il y a 2 jours à Trappes pour faire un grand débat dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais il y a une dynamique incroyable. C'était la question qu'on a débattue pendant 3 heures, c'est le rôle des parents dans la citoyenneté des enfants. Un sujet qui fait pas l'objet de discussion sur les plateaux de radio ou de télévision et pour lequel tous les parents présents, les mères de famille dans les quartiers qui ont une charge souvent très forte, ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de propositions à faire. Eh ben, de ces grands débats, moi je le crois, il y a des nouvelles propositions, des nouvelles moyens, de nouveaux moyens de faire société qui vont émerger. Votre tribune, celle que vous publiez dans Le Parisien, est étonnante quand vous demandez aux habitants des quartiers de rejoindre le grand débat, quand on pense que le gouvernement, que les pouvoirs publics, il y a un mois encore, craignaient que les quartiers populaires ne rejoignent les gilets jaunes quand le mouvement était au plus fort. Très peu de réunions sur le grand débat sont organisées dans les quartiers. Vous appelez aujourd'hui tous les citoyens, tous ceux qui sont habitants dans des cités ou dans des quartiers sensibles à rejoindre quoi? La mobilisation ou la discussion? À rejoindre la discussion. Mais vous savez, ce grand débat, ça doit être le grand débat de tous les Français. De tous les Français. Aujourd'hui, vous avez un jeune sur 6 qui habite dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais comment peut-on imaginer que, à l'issue de ce grand débat, toutes les propositions qui seront reprises ne prennent pas en compte l'avis d'un jeune sur 6
qui, en plus de Alors cela, pour le coup, ils sont vraiment absents. Les 16-24 ans, pour le coup, sont totalement absents du grand débat. Mais c'est bien ça l'enjeu, c'est de faire en sorte que chaque Français considère que ce grand débat, c'est aussi le sien. Et dans les quartiers prioritaires de la ville, vous savez, vous avez beaucoup de revendications qui sont identiques à celles des Gilets jaunes. Beaucoup, ce sentiment d'être empêché, moins de services publics, ce sentiment de ne pas être maître de son destin. Et puis peut-être, vous avez même une résignation encore plus forte que sur d'autres territoires. Et donc peut-être encore plus de difficultés à exprimer cette voix. Et donc moi, je leur dis, je suis à vos côtés pour exprimer cette voix et apporter ces propositions dans le grand débat. Alors comment sortir de la crise, Julien de Normandie? Vous avez sans doute lu le journal du dimanche qui fait sa une aujourd'hui sur un référendum que prépare le président de la République. Référendum qui aurait lieu le même jour que les élections européennes en mai prochain. Est-ce que vous le confirmez? Non, alors moi je pense qu'il faut être là aussi très clair, c'est-à-dire que ce serait la question elle est simple. Voilà, c'est oui ou non. Votre question est simple. Vous êtes l'un des plus proches du président de la République. L'article du JDD met en avant ces différentes hypothèses. Ce serait extrêmement présomptueux qu'aujourd'hui je vous indique quelle va être la sortie du débat. Ce serait extrêmement présomptueux. Le JDD le fait? Non, le JDD rapporte une analyse faite par la personne qui écrit cet article. David Rogodalon, regardez la une, il y a écrit révélation. Je l'ai vu. Le chef de l'État prépare dans l'ombre une consultation des Français pour sortir de la crise des Gilets jaunes. C'est ce que je viens de vous dire. C'est affirmatif. C'est ce que je viens de vous dire. C'est la personne qui écrit cet article qui donne son analyse. Non, qui donne son analyse de la chose. C'est possible ou pas? Mais tout est possible. Je vais être très clair, tout est possible. Absolument tout est possible. Mais en même temps, ce serait très présomptueux de ma part de vous dire, ou de quiconque, de vous dire, aujourd'hui, la sortie du grand débat, ce sera ça. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de faire ce match du grand débat. Attendons que le match soit finalisé, soit joué pour savoir quelles vont être les sorties. Et puis le deuxième élément sur lequel je voudrais insister sur ce référendum, c'est que le référendum, c'est un outil, c'est un moyen. C'est uniquement un outil, un moyen. On érige ce référendum comme quelque chose qui serait l'objet de sortie. Mais c'est une erreur. Ce référendum, c'est un outil, un moyen. Qu'est-ce qui importe? C'est qu'à l'issue de ce grand débat, on définisse quelles sont justement les mesures nouvelles, quelles sont les propositions nouvelles. Et après, si c'est un référendum, si c'est une voie parlementaire, si c'est une voie réglementaire, eh ben, je peux vous dire que notre méthode, c'est de définir quelle est la chose la plus rapide, la plus pragmatique pour y arriver. Justement, à propos de ce référendum, dans ce qui est révélé ce matin, on parle essentiellement de sujets institutionnels, la proportionnelle, une autre mode de gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce grand débat peut se traduire uniquement par une réponse sociétale ou institutionnelle, ou est-ce que le volet économique sera absolument fondamental? Ce matin, Laurent Wauquiez, chez le confrère d'Europe 1, disent c'est sympa, mais j'ai pas beaucoup vu de gilets jaunes me sautant dessus en disant la proportionnelle. En gros, il y a ce volet-là, mais la réponse économique et sociale sera fondamentale. Quel est votre... Je suis totalement d'accord avec vous. La sortie du grand débat n'est absolument pas qu'une sortie sur un volet institutionnel. Vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez, là? Une semaine, on a l'impression que l'Élysée est plutôt sur cette option-là. S'il y a bien une personne qui n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez, c'est moi-même. Vous venez de le dire. Non, je suis d'accord avec la question qui m'est posée, c'est de savoir est-ce que oui ou non, la sortie est une sortie uniquement institutionnelle? Clairement non. La question des institutions, elle est posée par un certain nombre de nos concitoyens. Regardez tout ce qui est aujourd'hui sur la table au sujet du référendum d'initiative citoyenne. Mais de la même manière sur ce manque d'adhésion entre nos citoyens et les parlementaires, sur ce sujet de la proportionnelle qui est, à mes yeux, quelque chose de très important à introduire. Mais au-delà de cela, il y a évidemment des questions économiques et sociales qui sont majeures, mais majeures. Prenez par exemple cette question de la rénovation énergétique. Vous savez, il y a un vrai sujet de société de savoir comment on fait tous ensemble cette transformation écologique. Mais la rénovation énergétique, c'est un sujet écologique. Bon, enfin, c'est un sujet de pouvoir d'achat. Et l'ISF et la tranche un Français sur 5 d'impôt aujourd'hui qui a froid chez lui l'hiver. Mais sur le consentement à l'impôt, c'est ce que vous évoquez, il faudra trouver effectivement des moyens de renforcer ce consentement à l'impôt, cette justice. Ça veut dire que vous voulez fiscale. Est-ce que vous êtes pour une grosse remise à plat fiscale, parce qu'au fond, c'est ce qu'on demande en priorité, ou est-ce que vous faites des petits ajustements pour se dire, finalement, on va pas tout remettre en cause d'un coup? Alors, ce qui est très compliqué dans la fiscalité, c'est que c'est un tout. Il faut voir cela dans son ensemble. C'est-à-dire que la fiscalité, pour que tout le monde comprenne, c'est ce qui permet de financer tout le reste, ce qui permet de financer les services publics, les écoles, les hôpitaux. Et on a une chance incroyable dans notre pays d'avoir des services publics de qualité qui sont parfois en souffrance. Et il faut entendre cette souffrance et les améliorer, et qui sont, pour la plupart, totalement gratuits.
Et donc, la question de fond, c'est de voir cette fiscalité dans sa globalité. C'est un des 4 thèmes du débat qui a été mis sur la table. Et d'ailleurs, sur les 600 000 contributions que j'évoquais tout à l'heure, vous avez à peu près un quart de ces contributions qui portent justement sur ces sujets de fiscalité. Il est question de l'ISF ? Il est évidemment question de l'ISF, évidemment. En quelle proportion ? Je pourrais pas vous dire parce que les analyses statistiques sont en cours, mais évidemment. Non, mais si vous savez qu'un très grand nombre de questions portent sur la fiscalité, vous devez savoir à peu près combien de contributions concernent l'ISF et demandent sa suppression. Non, vous savez, il y a 600 000 questionnaires, donc aujourd'hui, on sait par tranche, par thème, quels sont les questionnaires qui ont été répondus sur ces thèmes-là, mais je n'ai pas l'analyse des 25%. En tout cas, vous confirmez que la fiscalité est un des sujets majeurs et qu'il faudra la traiter. Mais évidemment que c'est un sujet majeur, évidemment. Après, il y a des sujets qui sont compliqués. L'ISF est un sujet compliqué. Moi, j'ai mon avis personnel. Vous êtes pour le rétablissement de l'ISF ? Non, à titre personnel, non. À titre personnel, j'y suis pas favorable pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que si ça avait été un bon impôt, ça se serait. Que beaucoup de personnes ont quitté le territoire à cause de cet impôt. Et puis deuxièmement parce que moi j'ai vécu pendant des années, mon boulot ça a été d'aider les entreprises qui étaient en difficulté partout sur le territoire, ces PME, ces ETI. Et on était face à quoi ? À chaque fois la même histoire. L'entreprise fait un défaut de paiement parce que des problèmes de délai de paiement par exemple. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'aller chercher des capitaux. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les capitaux, on va les trouver où ? On va les trouver aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Chine. On n'a plus ce capitalisme industriel français. Et donc moi, je suis très favorable à ce que l'épargne des Français soit mise vers le capitalisme industriel français pour faire des entreprises françaises puissantes. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas si effectivement ce capital français revient bien dans les entreprises. C'est les évaluations qui sont en cours et il y a d'ailleurs une commission ad hoc qui a été définie avec des parlementaires pour le déterminer. Mais vous savez, je vais être très clair moi dessus là aussi. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Quand on a voté la transformation de l'ISF, on a inscrit dans la loi le fait que cela devait être évalué. Et en fonction de l'évaluation, on ajustera. Mais vous dites d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de suppression, de retour de l'ISF, malgré les évaluations.